Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour le premier Facebook Live de l'année et il porte sur le diabète. Alors, pour en parler ce soir, nous avons fait appel au docteur Xavier Piguel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Donc c'est la troisième fois que nous vous accueillons en live et en plateau. Merci de votre accueil. Et à vos côtés, nous retrouvons Sophie Faure. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes infirmière de diabétologie au CHU de Poitiers. Très bien. Alors, merci déjà à tous les deux d'être présents. Donc, je vous rappelle que nous organisons des lives tous les mois sur des thématiques diverses de santé et ils restent visibles sur notre page Facebook CHU de Poitiers, page officielle. Alors, pour commencer très simplement, est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de diabète? Alors, déjà, on peut rappeler ce qu'est le diabète. Quel que soit le type de diabète, c'est la même définition. Cela correspond à un niveau de sucre dans le sang qui est trop élevé. On parle de diabète lorsque l'on a deux glycémies à jeun supérieures à 1,26 g par litre, par exemple. Et effectivement, si la définition est la même, cela regroupe plusieurs entités différentes. Donc on a schématiquement deux grands types de diabète. On a le diabète de type 1, qui est le diabète, on va dire, historique, qui est le diabète qu'on diagnostique volontiers chez l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, et qui est en fait une maladie du pancréas, ou une maladie auto-immune, où les personnes vont développer des anticorps, donc des défenses de l'organisme, contre leur propre pancréas, qui ne produira plus l'insuline, l'insuline étant l'hormone qui fait baisser le taux de sucre dans le sang. Ça correspond à peu près à 5% de l'ensemble des diabètes. Et il y a les diabètes de type 2, qui correspondent à l'essentiel des diabètes connus dans le monde actuellement, qui sont des diabètes qui surviennent plutôt, on va dire, on dit habituellement à l'âge de la maturité, 45, 50 ans, un peu plus, qui concernent plutôt des personnes en surcharge pondérale et qui est une maladie plus nutritionnelle métabolique, qui est très associée à la surcharge pondérale. Et à côté de ces deux grands types de diabète, on va avoir des diabètes un peu plus rares qui peuvent concerner directement la maladie du pancréas, parce que le pancréas c'est vraiment l'usine à insuline, et donc si on a une maladie qui rend le pancréas inefficace, parce qu'on a un cancer, parce qu'on a une inflammation, on pourra avoir un diabète secondaire à cette maladie du pancréas. Alors, vous parliez d'insuline. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi en a-t-on besoin de cette insuline? Alors, c'est une hormone qui est vitale, donc qui est produite par les cellules bêta-pancréatiques au niveau des îlots de Langerhans, qui sont des unités du pancréas, et qui va permettre de diminuer le taux de sucre que l'on a dans le sang. Donc, quand je mange, il y a des glucides dans mon alimentation qui sont absorbés, qui passent donc dans le sang, et de ce fait, ma glycémie, elle monte. Donc pour la réguler, je produis de l'insuline qui va faire rentrer le sucre, qui est le carburant pour mes cellules, au niveau des cellules musculaires, au niveau des cellules du foie, au niveau du tissu gras, pour qu'il soit utilisé par les cellules en termes de carburant. Et comment devient-on diabétique? Alors ça dépend forcément un petit peu de la cause du diabète. Si on parle du diabète de type 2 qui regroupe 90-95% des cas de diabète, c'est vrai que c'est une maladie, comme on disait, qui est très métabolique, qui est très reliée au poids. Les personnes qui sont en surcharge pondérale, qui vont avoir souvent une hérédité par rapport au diabète, j'ai mon père, j'ai ma mère, ma tante qui est diabétique de type 2, vont avoir d'une part une insuline qui va être moins efficace parce qu'il y a l'obésité qui rend cette insuline moins efficace. Donc ils vont être amenés à produire plus d'insuline pour normaliser leur glycémie. Et au bout d'un certain temps, cette capacité-là du pancréas à produire plus d'insuline s'essouffle et ils vont devoir avoir besoin d'insuline. Donc ça, c'est très très lié à la prise de poids et à la perte de l'activité physique. On a constaté une flambée mondiale du diabète de type 2 qui est très parallèle à l'augmentation de la prévalence de l'obésité dans le monde. Et est-ce que l'on peut guérir de cette maladie? Alors on a tendance à dire que le diabète est une maladie chronique. Quand on devient diabétique, dans la plupart des cas, on reste diabétique. On peut avoir des circonstances où le diabète est transitoire, c'est le diabète de la grossesse, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Quand on a un diabète de type 1, ce qu'on disait tout à l'heure, le diabète lié à l'enfance, c'est un diabète qui est insulinodépendant, où l'hormone est un traitement qui est vital. Et là, c'est très clairement un traitement à vie, à moins de bénéficier d'une greffe de pancréas.
ce qui aujourd'hui est assez rare, ça concerne une centaine de personnes par an en France. Oui, parce qu'on n'entend pas énormément parler de ce traitement. C'est effectivement un traitement qui est très particulier, réservé à des formes très sévères et instables de diabète de type 1, notamment par faute de donneur. Et dans le diabète de type 2, pareil, quand on débute le diabète, on reste généralement diabétique à vie, mais si on a une perte de poids qui est assez conséquente, eh bien on peut très bien avoir des situations où le diabète disparaît à un certain temps, on dit qu'il va être en rémission. D'accord. Et quels sont les symptômes du diabète? Qu'est-ce qui peut alerter? Les symptômes du diabète peuvent être assez différents, assez variés. On a des symptômes qui sont, j'ai envie de dire, classiques, comme par exemple une soif intense, l'envie d'uriner, une grosse fatigue. Mais on peut avoir des découvertes de diabète, quelque part aussi parfois sans symptômes, avec des patients qui peut-être ressentent de la fatigue, mais pas plus que ça, et c'est en fait diagnostiqué sur des examens biologiques. Mais c'est vrai que les symptômes, vous pouvez avoir un certain nombre de symptômes comme la soif, l'envie d'uriner, la somnolence, la perte de poids, mais vous pouvez aussi n'avoir qu'un seul symptôme ou deux, ou ne pas en avoir non plus, et découvrir le diabète uniquement par des examens biologiques. C'est une prise de sang? Une prise de sang, voilà. Un patient hospitalisé, on peut, à l'occasion de cette hospitalisation pour autre chose, faire des découvertes de diabète sur une hyperglycémie que l'on va découvrir donc, au cours des examens biologiques. Oui, voilà. C'est ce qui alerte oui, c'est ce qui, tout de suite. Oui, d'accord. Et est-ce que c'est une maladie héréditaire? Alors, peut-être pour le type 1 du coup? Alors dans le diabète de type 1, c'est assez peu héréditaire. Classiquement, on n'a pas d'antécédents dans la famille, même si, ça va vous étonner, mais même si quand on est soi-même diabétique de type 1, on a quand même un risque un peu plus important pour sa descendance qu'elle développe elle-même un diabète. Ou quand on est un homme, d'avoir un enfant diabétique de type 1 par la suite, on est sur l'ordre de 5-8%. Mais on ne considère pas que c'est une maladie héréditaire. En revanche, il y a une hérédité familiale à plutôt avoir une susceptibilité à développer une maladie auto-immune comme le diabète de type 1. En revanche, le diabète de type 2, lui, est très clairement héréditaire. Il est très fréquent que l'on ait un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, un frère, une sœur qui développe un diabète de type 2. Et c'est une maladie qui est du coup transmissible. Il n'y a pas le gène qui donne le diabète de type 2, mais une association de plusieurs modifications géniques qui favorisent la survenue du diabète de type 2. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on peut limiter, qu'on peut anticiper? On peut casser l'hérédité et faire en sorte de ne pas développer de diabète? Alors c'est dans ces cas de figure, dans le diabète de type 2, quand on a des antécédents, que tous les messages de prévention ont un intérêt, parce que tout ce qui va avoir pour objectif de favoriser une activité physique régulière, de limiter la prise pondérale, de limiter les produits trop gras ou trop sucrés, seront autant d'éléments qui, en tout cas, retarderont la survenue de ce diabète de type 2. Donc il y a des vrais messages de prévention primaire pour la survenue du diabète de type 2. Et justement, on parlait d'alimentation. Est-ce qu'on doit bannir le sucre définitivement quand on est diabétique? Ça, c'est la question qui doit vous être posée assez souvent. Le sucre. Le sucre. Le sucre, il y en a un petit peu partout. Donc, il y a plusieurs sucres, oui, j'imagine. Voilà, difficile de bannir le sucre puisqu'il y en a dans beaucoup d'aliments. Et on sait que tous les régimes qui vont exclure un aliment tiennent pas dans la durée. Donc, on ne va pas bannir le sucre. Et comme dit ma collègue, il y a les sucres. Donc, ça, quand on pense sucre, on pense à sucre de table, sucre blanc. Oui. Mais c'est aussi les féculents, la farine, les pommes de terre, etc. Donc, on a besoin de glucides. Puisque ça correspond à 55% de la ration énergétique totale quotidienne. Donc, on doit le garder. Par contre, effectivement, on va quand même plutôt en privilégier certains par rapport à d'autres. On va plutôt privilégier les sucres qu'on appelle à index glycémique bas, ce qu'on appelait autrefois plutôt les sucres lents, et plutôt réduire ceux qui vont avoir une action rapide, donc comme le sucre de table, parce qu'ils tendent à faire monter trop rapidement la glycémie.
Donc effectivement, rajouter du sucre à table, plutôt pas. Et puis tout ce qui va être soda, boisson sucrée, plutôt pas non plus. Ouais, on va les éviter quand même. Et les fruits sucrés, par exemple, c'est des faux amis ou... Alors c'est compliqué parce que vous avez les messages du PNNS, du Programme National Nutrition Santé, qui vous rappelle bien 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc je mange des fruits, c'est bon pour ma santé. Ah oui, alors il y a fruits et fruits. Si effectivement je mange une grappe de raisin, alors là ma glycémie elle va monter en flèche. La plupart des fruits sont bien sûr en une concentration importante en sucre, donc les interdire non, mais plutôt les placer à la fin du repas, parce que du coup quand ils sont mélangés avec d'autres aliments, eh bien leur pouvoir hyperglycémiant est quand même limité. En plus, quand on est diabétique et qu'on a un traitement qui va limiter la montée des glucides dans le sang au cours d'un repas, typiquement c'est une insuline rapide, eh bien elle va couvrir cette ascension de la glycémie liée aux fruits. Et donc éviter plutôt de les prendre à distance des repas, où là, ils vont plein pot faire monter ma glycémie. D'accord, donc toujours accompagné... Dans la mesure du possible. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui sont nos amis quand on est diabétique, du coup? Des choses à privilégier par rapport à d'autres? Alors, à part effectivement, je vous disais, prioriser les glucides complexes, c'est vrai qu'un pain complet aux céréales vous fera moins monter la glycémie qu'un pain blanc, farine blanche. On va avoir tendance à vouloir limiter aussi, notamment dans le diabète de type 2, les produits qui sont à forte teneur lipidique, les produits gras, puisqu'ils vont augmenter la résistance à l'action de l'insuline et rendre parfois les traitements plus difficiles et en plus parfois favoriser la prise de poids qui aggrave le diabète. Sinon, les conseils que l'on donne aux patients diabétiques sont des conseils d'équilibre alimentaire généraux. C'est une hygiène de vie. Une hygiène de vie qui est adaptable à toute la population générale. Donc il ne s'agit pas de faire un régime particulier pour la personne diabétique dans la famille. L'idée étant que ce qu'on lui propose est adapté pour tout le monde. Alors du coup, on a parlé d'alimentation, on parle du sport. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on est diabétique? Oui, il n'y a pas de contre-indication au sport, uniquement la contre-indication au sport extrême, mais au contraire, le sport est tout à fait envisageable pour un patient diabétique et même recommandé pour un patient diabétique, notamment pour les patients atteints de diabète de type 2. Et pour limiter la prise de poids. Voilà, à la fois dans le contrôle alimentaire, donc on a parlé du contrôle alimentaire, de l'équilibre alimentaire et de la pratique d'une activité physique. D'accord. C'est vraiment un traitement en soi du diabète. L'activité physique, elle fait baisser la glycémie de façon aussi efficace que bon nombre de comprimés quand on a un diabète de type 2. D'accord. Alors justement, par du traitement, comment on traite le diabète justement? Alors, on va vraiment distinguer le diabète de type 1 et le diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, c'est vraiment insuline, sous différentes modalités, mais c'est de l'insuline tout le temps, toute sa vie. D'accord. Dans le diabète de type 2, la première étape, c'est vraiment une prise en charge nutritionnelle, avec de l'activité physique renforcée et un rééquilibrage alimentaire. Et des structures comme celle-ci, où on se trouve aujourd'hui, la Vie et la Santé. Exactement, oui, c'est vrai qu'on a la Vie et la Santé, j'ai oublié de le préciser. Peuvent proposer des ateliers collectifs pour inciter les gens à refaire l'activité physique et avoir une alimentation tout à fait adaptée. Donc généralement, quand on découvre un diabète, à moins qu'il soit à un niveau très élevé, on va commencer par revoir les écarts alimentaires et puis parfois les idées reçues qu'on peut avoir. Et quand ça n'est plus suffisant, à ce moment-là, on va introduire des médicaments. Donc alors, aujourd'hui, il y a tout un panel très large de médicaments quand on a un diabète de type 2. Et en gros, on a soit des médicaments qui vont rendre notre insuline plus efficace, on commence par ceci, soit des médicaments qui vont faire produire notre pancréas de l'insuline. Ceux-ci viennent dans un deuxième temps. Ils ont comme un risque de provoquer parfois des hypoglycémies, du manque de sucre. Et ensuite, quand tout ça n'est plus suffisant parce que la maladie évolue, on en vient à mettre de l'insuline sous forme de plusieurs injections quotidiennes. Donc du coup, la pompe à insuline, c'est quelque chose qui n'est pas systématique, que ce soit le type 1 ou type 2? Effectivement, la pompe à insuline, c'est pas systématique. D'abord, c'est une prescription médicale, c'est quelque chose qui se décide donc par le médecin diabétologue. C'est quelque chose qui est discuté en consultation. Un patient qui peut-être aurait
des années de diabète avec des multi-injections, avec un diabète déséquilibré, et après avoir essayé de multiples traitements, une adaptation de l'insuline, eh bien peut-être que la proposition c'est la pompe à insuline qui délivre donc de l'insuline rapide en permanence et qui finalement se rapproche un petit peu de la physiologie du pancréas. C'est une distribution en continu de l'insuline rapide, et finalement c'est ce qui permet parfois de se rapprocher un petit peu plus de la réalité, et qui permet finalement un meilleur équilibre du diabète. Mais il y a des patients qui n'ont pas de pompe à insuline, qui sont parfaitement équilibrés. C'est quelque chose donc, qui se discute en consultation, qui peuvent aussi parfois être proposés par le patient, qui peut-être se fatigue de faire ces injections. Voilà, c'est quelque chose qui se discute comme ça. Mais c'est vrai que ça reste une décision médicale. Et c'est vraiment l'une des dernières lignes thérapeutiques. Oui. On a souvent essayé autre chose auparavant. Je crois que dans la Vienne, on doit être sur 300, à peu près 300 patients traités par pompe à insuline. D'accord. Dont l'essentiel sont des patients diabétiques de type 1. Oui. Donc c'est le seul traitement au final. De toute façon, ils ont l'insuline, et certains préféreront aussi la pompe pour la qualité de vie. Oui. Certains ne voudront pas de la pompe pour la qualité de vie. Donc c'est quelque chose aussi qui est très personnel. Et c'est un traitement qui est aussi pas mal utilisé par nos collègues pédiatres pour les diabètes des jeunes enfants. D'accord. Pour quelle raison ? Parce que quand on découvre un diabète chez un enfant de 2, 3, 4 ans, oui. il y a des toutes petites doses d'insuline, et la pompe insuline est beaucoup plus précise pour délivrer des petites doses d'insuline qu'une injection, puisqu'il aura des périodes de sa journée où il n'aura peut-être pas besoin d'insuline, ce qui est très rare chez les adultes. Oui. Donc ce dispositif peut tout à fait s'appliquer aux besoins si spécifiques et précis du jeune enfant. Alors justement, on va en parler. Le diabète chez l'enfant est-il si différent de celui de l'adulte ? Alors, les traitements sont différents. Du coup, c'est forcément un diabète de type 1. En France, voilà, le diabète de l'enfant, ça n'est quasi exclusivement que du diabète de type 1. Oui. Donc forcément lié à l'insuline. Nos collègues pédiatres sont confrontés depuis plusieurs années à de plus en plus de découvertes de diabète chez les jeunes enfants. Donc moins de 5 ans, mais parfois même moins de 2 ans. Et donc, le traitement, ça reste l'insuline, mais la particularité qui est propre à la pédiatrie, c'est qu'il y a les soignants, médecins, infirmières, diététiciens, il y a l'enfant, adolescent, et puis il y a les parents. Donc il va y avoir cette triangulation thérapeutique, et puis il faudra parfois y associer le milieu scolaire, donc les infirmières d'éducation thérapeutique, comme ici à la Ville de la Santé, auront un rôle très important pour expliquer à l'équipe enseignante de comment se passe l'injection d'insuline, mettre en place des PAI, des projets d'accueil individualisés, parce que l'idée c'est que ces enfants-là, bien sûr, ont une scolarité qui soit le plus normale possible. Et comment fait-on pour vivre au quotidien avec son diabète ? Là, c'est la grande question. La grande question. Après le sucre, comment la grande question du diabète. C'est vrai que on peut dire que finalement, on peut quelqu'un qui a du diabète, eh bien, il va pouvoir vivre exactement comme n'importe qui d'autre. On a des patients qui ont une famille, ont des enfants, ont un métier, travaillent, partent en vacances. Finalement, quelque part, la même vie que tout le monde. Mais c'est pas toujours si simple, parce que malgré tout, le diabète, c'est tous les jours. Il faut gérer tous les jours. C'est tous les jours de l'insuline, tous les jours un contrôle de sa glycémie. C'est quelque chose à intégrer dans son quotidien, et donc dans son milieu professionnel, dans sa vie de famille. Et c'est vrai que c'est parfois là la difficulté. Et c'est vrai que c'est là où intervient aussi le rôle de l'éducation thérapeutique. On est à la Ville à Santé.
c'est une pratique qui est complémentaire finalement, la vie, la santé, l'éducation thérapeutique, puisque c'était un peu... Justement, oui, parlons-en, voilà. Profitons-en, dans la cuisine donc de la vie, la santé, là où on peut trouver des ateliers. Exactement, c'est une pratique complémentaire aux soins prescrits par le médecin. C'est aussi une façon d'envisager la maladie sous un autre aspect, l'aspect de l'acceptation, de l'autonomie. Et c'est vrai que la vie, la santé, là, elle a tout son rôle, avec des ateliers et avec aussi du partage, et puis aussi l'intervention et l'intégration aussi de la famille, parce qu'il y a le patient diabétique, mais il y a aussi la famille, les accompagnants, donc c'est aussi une façon de partager l'expérience et d'être dans, j'ai envie de dire, un peu aussi dans la vie de tous les jours. Alors, pour pouvoir accéder aux ateliers et à l'éducation thérapeutique à la vie, la santé, il faut une prescription médicale. Il faut une prescription médicale, oui. Donc ça, je me tourne oui, vers tout à fait. vous, par il faut une exemple. prescription médicale, mais pas forcément hospitalière. Du médecin traitant aussi. Ça, Il ne faut pas pas hésiter voilà. à demander à son médecin une prescription pour venir à la vie, la santé. Exactement. Où on peut trouver des ateliers de nutrition, d'alimentation, c'est ça, d'activité lecture physique. Activité physique. Voilà. Quelque chose, un parcours assez complet pour aider un parcours complet, un parcours diabétique. Différent. Et puis aussi, on sait que la vie, la santé n'est pas sur l'hôpital aussi, donc n'est pas sur n'est pas dans nos locaux habituels. Jean-Bernard. Exactement. Voilà. Donc c'est aussi c'est très différent. C'est vraiment une prise en charge qui est quand même complémentaire, mais qui apporte autre chose avec des ateliers, effectivement. Et c'est tout l'intérêt de rencontrer des pairs qui vivent la même chose que soi. Donc on peut souligner aussi le rôle des associations de patients. Oui. Donc il y a l'AFD, l'Association française des diabétiques. Qui a une antenne chez nous. Donc il y a une antenne effectivement ici. Dans la Vienne. Dans la Vienne, donc qui est une grosse association qui peut d'ailleurs aider aussi les patients lorsqu'il y a parfois des difficultés même juridiques par rapport au milieu professionnel, par rapport aux assurances de prêts bancaires. Donc il ne faut bien sûr pas hésiter à les solliciter. Et puis pour le versant plus pédiatrique, il y a l'AJD, qui est l'association des jeunes diabétiques, et dans la Vienne, une association spécifique qui s'appelle Croquons la vie, qui est très proactive aussi dans le département pour aider les jeunes diabétiques et leurs parents à bien vivre le diabète. Donc surtout faire appel quand on a besoin d'aide aussi à des personnes qui vivent la même chose que soi au final. Exactement. Voilà. On a aussi les patients experts qui sont formés à l'éducation thérapeutique et qui ont donc la même pathologie et qui sont vraiment des référents pour les patients diabétiques. Ils sont eux-mêmes diabétiques, donc ils peuvent vraiment aider les autres patients. Alors, en début de live, vous parlez du diabète gestationnel. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ça ? Le diabète gestationnel, c'est un diabète de la grossesse. Ouais. Donc c'est vrai le docteur Piguel a parlé des différents types de diabète. C'est un diabète qui est, on va dire, transitoire. On a parlé du diabète, est-ce que ça disparaissait ou pas. Le diabète gestationnel, comme c'est un diabète qui est lié à la grossesse, on peut penser que quand la patiente aura accouché, eh bien, il y aura la disparition du diabète. Ça, c'est quelque chose dont il faudra s'assurer en faisant une prise de sang, tout simplement 3 mois après l'accouchement. C'est une intolérance au glucose, le diabète de la grossesse. Et nous, on voit beaucoup de patientes, on les prend en charge. Ça nécessite de faire des contrôles de glycémie plusieurs fois par jour. Parfois, les patientes vont jusqu'au bout de la grossesse avec des contrôles uniquement glycémiques et des conseils diététiques, bien sûr, sans traitement. Parfois, elles ont un traitement par insuline, mais qui est un traitement transitoire, parce que la plupart du temps, à l'accouchement, eh bien, on peut arrêter cette insuline. Ce sont des patientes ces patientes qui ont présenté un diabète gestationnel sont malgré tout plus à risque de développer dans les années à venir un diabète de type 2. Donc on leur conseille de surveiller quand même leur glycémie une fois tous les ans et demi, pour être sûr que le diabète ne réapparaisse pas. D'accord. Et parfois, on parle de complications quand on est diabétique. De quelles complications s'agit-il ? Alors, c'est tout l'enjeu du suivi du diabète, et qui est parfois difficile à appréhender quand on est patient, parce que le diabète,
comme le disait Sophie tout à l'heure, le plus souvent, en fait, il est asymptomatique. On ne se rend pas compte qu'on a du diabète avant de faire une glycémie, ou à moins que le diabète soit vraiment très très élevé. Et comme on l'évoquait plus souvent tout à l'heure, il est parfois découvert déjà à l'occasion d'une complication. J'ai 65 ans, je fais un infarctus du myocarde, et en fait là on arrive aux soins de cardiologie et glycémie à 3 grammes. Et en fait le diabète il est sans doute là depuis plusieurs années, mais comme on va bien et qu'on ne fait pas de prise de sang, on ne le sait pas. Donc le diabète en soi il est surtout dangereux dans le sens où s'il n'est pas contrôlé, il expose à des complications dites vasculaires. Parce que si on reprend une image un peu de plomberie, le diabète va se déposer dans les tuyaux, donc dans les artères, Oui. et ça va endommager du coup les organes qui sont derrière les tuyaux. Donc il y a les organes qui sont touchés par les petits vaisseaux, donc les yeux, complications rétiniennes, les reins, complications rénales, et puis les nerfs, parce que les nerfs sont aussi vascularisés. Alors les nerfs, c'est pas je me sens énervé, hein, c'est vraiment la perception sensitive, notamment au niveau des pieds. Donc quand on est diabétique, on apprend à faire très attention aux soins de ses pieds. Voire on va rencontrer de temps en temps un pédicure podologue pour vérifier qu'on n'a pas trop de cornes et la prendre en charge le cas échéant. Et puis il y a les complications qui vont toucher les artères de gros calibre, donc l'infarctus du myocarde, qui en plus a l'inconvénient chez le diabétique de souvent être asymptomatique. Les gens en population générale maintenant savent bien que cette douleur derrière qui serre, qui remonte dans la mâchoire et le bras, c'est très caractéristique de l'infarctus. C'est horrible, mais ça permet finalement de se rendre vite aux urgences cardiologiques. Les diabétiques souvent ne ressentent pas ça, donc ils font parfois des infarctus silencieux. D'accord. Et ça touche aussi donc les artères carotides qui mènent au cerveau et les artères des membres inférieurs. Donc le diabète doit être contrôlé surtout pour éviter ces complications qui surviennent 5, 10, 15, 20 ans après le diagnostic du diabète. Et parce qu'on avait une question sur... est-ce qu'il y a des maladies en fait associées au diabète? Souvent on entend parler des maladies cardiovasculaires associées au diabète. Ouais. Évidemment, il y a tous les organes en fait qui peuvent être Donc touchés. les maladies cardiovasculaires, par ça. parce qu'on a vu toutes les artères qui étaient touchées, mais aussi voilà, la maladie rénale qui est très très fréquemment impactée par le diabète. Et aujourd'hui encore, même si on voit de moins en moins, des maladies rétiniennes Oui. qui peuvent être impactées par le diabète. Oui. Oui, c'est des choses qui sont un petit peu moins connues du coup du grand public. Peut-être moins connues, puis comme on prend mieux le diabète en charge aujourd'hui, fort heureusement, il est devenu rare d'être aveugle à cause du diabète, fort heureusement. Mais en tout cas, sans aller jusque-là, on a des stades plus précoces qui sont pris en charge, mais qui sont liés à un diabète mal équilibré. Donc l'intérêt d'un dépistage précoce, c'est d'éviter toutes ces comorbidités Tout à fait. à plus long terme au final. L'intérêt aussi du suivi, Et du suivi, bien sûr. suivi de nos patients. Venir à ces consultations voilà, régulièrement avec éventuellement des examens. Ça c'est important sur le voilà une consultation chez l'ophtalmologue une fois par an. Il faut garder c'est une bonne important. qualité de vie. Oui, ouais. oui. Et est-ce que on va reparler des sucres, on entend parler donc de l'aspartame et de la stevia. Est-ce que ce sont de bons substituts au sucre? Est-ce que vous les conseillez? Alors, donc ce sont ce qu'on appelle des édulcorants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le goût sucré, mais ne pas avoir l'impact calorique, ni l'impact, surtout en ce qui nous concerne, glycémique. C'est-à-dire je prends un édulcorant, j'ai le goût sucré en bouche, mais ça ne fait pas monter ma glycémie. Donc, en ce sens-là, eh bien, ils sont des produits intéressants si j'ai du mal, entre guillemets, à me sevrer en sucre. Classiquement, c'est je prends mon café sucré. Alors là, on disait qu'il ne fallait pas interdire le sucre. C'est vrai, quand on est diabétique, si on peut éviter de prendre un café sucré, c'est quand même pas plus mal. Bon, alors là, c'est les habitudes de vie. Hein. Les gens qui n'aiment pas le café sucré, ils ne peuvent pas rajouter du sucre dans leur café. Mais à l'inverse, ceux qui aiment le café avec du sucre ont du mal à l'arrêter. Donc, quand on n'y arrive pas, eh bien, un édulcorant type aspartame, stevia va conserver ce goût, un petit peu modifié, mais il n'y aura pas d'impact sur la glycémie. Alors, ce sont deux édulcorants différents. L'aspartame, on en a beaucoup parlé. À un moment donné, c'était un peu décrié parce que des études disaient que peut-être qu'il y a un risque oncologique associé. D'autres études ont répondu par la suite que ça n'était pas avéré. La stevia, après, avait pris un petit peu le vent en poupe parce que... Plus naturel. Voilà, c'est issu du chanvre. Certains ne l'aiment pas parce que ça a un petit arrière-goût de réglisse. Et ça a un pouvoir sucrant différent en bouche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est diabétique, l'avantage
de ces substituts-là fait que ça n'a pas d'impact sur la glycémie. En population générale, dire à tout le monde il faut prendre des édulcorants, c'est sans doute un peu moins vrai, parce qu'à l'inverse, de façon étonnante, des études ont montré qu'en population générale, les personnes qui prenaient des sodas régulièrement light versus des sodas non light, donc en gros, c'est pas la marque, mais je prends du Coca zéro plutôt du Coca normal, finalement, il y avait plus de personnes qui devenaient diabétiques dans le groupe je prends du light au quotidien. Sans doute aussi que le light entretient l'appétence pour les produits sucrés, oui, donc peut-être pour autre chose. Et ensuite, il y a peut-être des mécanismes qui ne sont pas bien élucidés sur le fait que ça leurre un petit peu le cerveau parce qu'il y a ce goût sucré, mais finalement, ça ne monte pas ma glycémie, j'ai peut-être compensé par autre chose. Donc, recommander à tout le monde de prendre des édulcorants, sans doute non. Quand on est diabétique et qu'on a du mal à limiter le sucre ajouté, pourquoi pas? Très bien. Et quand on est diabétique, quelles précautions prendre pendant une grossesse? Je sais pas si on peut parler de précautions. Alors moi j'ai parlé du diabète gestationnel. Oui. En revanche sur la grossesse, sur les patients qui sont déjà diabétiques, oui. il y a une préparation. Oui. L'idée c'est pas que la patiente arrive en consultation en disant je suis enceinte et on parle d'hémoglobine glyquée pour l'équilibre du diabète, avec une hémoglobine glyquée qui serait par exemple à 10%. Ça, c'est pas une très très bonne idée, mais je laisse le docteur Piguel. Alors, les femmes qui démarrent une grossesse alors qu'elles sont diabétiques, dans la plupart des cas, sont diabétiques de type 1, mais dans le lot, on peut avoir quelques diabétiques de type 2. Et ce qu'on essaye en amont de travailler avec ces jeunes personnes qui sont amenées à avoir des grossesses, c'est de se dire effectivement, pas de souci pour avoir une grossesse quand on est diabétique, mais par contre, ça se prépare, parce que si le diabète n'est pas bien contrôlé, il y a des risques pour soi et pour le bébé. Donc, on parlait d'hémoglobine glyquée, c'est le reflet de la glycémie des 3 derniers mois. Si on schématise un petit peu, quand on n'a pas de diabète, on est en dessous de 6%. Pour dire qu'un diabète est globalement contrôlé, on a en dessous de 7%. Et là, pour la grossesse, l'objectif, c'est d'être à moins de 6,5. Et là, quand on est à moins de 6,5, toutes les études montrent que les femmes ne font pas plus de complications que les femmes non diabétiques. Au-delà, c'est vrai qu'on peut avoir d'une part des difficultés à concevoir. Quand la grossesse a démarré et que le diabète est très très élevé, ça peut être source de malformations du bébé, notamment des malformations cardiaques. Et quand on arrive un peu plus tard dans la grossesse, le fait d'amener du sang sucré trop régulièrement au bébé le fait grossir. Avoir un bébé gros, c'est pas grave en soi. Sauf que pour le coup, après, pour la maman, l'accouchement devient complexe. Et puis, si le bébé reçoit trop régulièrement du sang sucré, lui, dans le ventre de sa maman, n'est jamais diabétique. Alors, il va produire plein d'insuline, et quand le papa va couper le cordon, il sera habitué à produire plus d'insuline alors qu'il n'aura plus d'apport de sucre. Donc, il va faire des hypoglycémies. D'accord. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont évitables quand le diabète est contrôlé, et effectivement, en ce sens-là, ça se prépare. Donc, un projet de grossesse est à préparer, c'est mieux, beaucoup mieux. Exactement, quand on est patiente diabétique. Et dans ces cas-là, on est suivi mensuellement par son diabétologue, mensuellement par sa sage-femme ou son gynécologue obstétricien. On est considéré comme une grossesse entre guillemets à risque, mais du coup, on a un suivi très très rapproché. Très bien. Alors, pour la dernière question, on reste dans le contexte actuel, Covid-19. Pourquoi est-ce que l'on doit faire attention à la Covid-19 quand on est diabétique? Quels sont les risques? Alors, on a beaucoup de données maintenant sur diabète et Covid. On a initialement pensé, d'après les premiers constats, que tous les patients diabétiques étaient sujets à forme sévère. On a pu affiner les choses par la suite. Et d'ailleurs, les gens étaient un petit peu perturbés, d'ailleurs même nous au départ, puisque finalement, les préconisations du Haut Conseil de santé publique ont divergé finalement. Donc, les personnes considérées comme à risque de faire une forme sévère sont des diabétiques qui ont aussi les autres facteurs de risque, c'est-à-dire être âgés, ou diabétiques avec une obésité assez marquée. Alors, ceci dit, quand on a un diabète de type 2, c'est parfois associé. Ou des diabétiques qui vont avoir des insuffisances d'organes, et en particulier des complications cardiaques et ou rénales. Donc eux, effectivement, ils sont à risque de forme sévère, notamment parce qu'ils cumulent les autres facteurs de risque, finalement, de développer une forme sévère de Covid-19.
au-delà de ça, on considère aussi que quand le diabète est mal équilibré, ça peut aussi être une situation qui favorise l'infection en général, parce que les diabétiques ont, quand le diabète n'est pas équilibré, une forme d'immunodépression relative qui les rend plus sujets aux infections. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on recommande aussi la vaccination contre le pneumocoque, par exemple. Alors, on parle beaucoup de vaccination en ce moment, mais il faut se rappeler qu'il y a d'autres vaccinations qui sont recommandées, qui ne sont pas forcément à jour. Les vaccinations habituelles, plus le pneumocoque quand on est diabétique, parce qu'on fait plus d'infections pulmonaires liées à ce germe. Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, ce live est terminé. Merci à tous les deux d'être venus donc parler du diabète. Ce live est encore disponible sur notre page Facebook, donc vous pouvez aller le consulter quand vous voulez. Le prochain Facebook Live sera sur un tout autre sujet, la recherche clinique, avec Monsieur Saunier et Monsieur Robert. La date vous sera communiquée ultérieurement sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et à bientôt.